Hey, je trouve ça cool qu'on fasse cette vidéo-là aujourd'hui. Moi aussi, je pensais à ça tantôt, puis je pense que ça va vraiment être utile ce qu'on va faire aujourd'hui parce que il me semble qu'au secondaire, on faisait juste parler des organes génitaux de la femme, puis de l'homme, puis des moyens de pas tomber enceinte ou d'attraper des ITSS. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait fait un exercice en classe où est-ce qu'on devait serrer la main des autres pour faire semblant de se donner des ITSS. Oh! Puis on apprenait à mettre des condoms sur des bouts de bois. Ou sur une banane. Ah, c'est vrai qu'on faisait ça. Ça avait tellement pas rapport. Ah, mais c'est fou à quel point on parlait pas de violence à caractère sexuel en milieu scolaire ou de consentement ou d'intersectionnalité, de stéréotypes de genre, de culpabilisation de la victime, de slut-shaming. Là. Puis c'est sûr là, que c'est mélangeant, là, parce qu'on n'apprend pas ça là, à l'université ni au cégep. Là. Mais force est d'admettre qu'on en a besoin dans notre vie de tous les jours. Là. C'est important d'avoir ces bases-là. Là. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler avec Léa Clermont-Dion. Qui? Bonjour. On commence? Ouais. Donc, je me présente, je m'appelle Léa Clermont-Dion et je travaille avec le professeur Vivek Venkatesh à l'Université Concordia. On a initié une campagne qui s'appelle « On s'écoute » et qui vise à prévenir les violences à caractère sexuel dans les universités et les cégeps. Parce qu'on pense vraiment que la clé pour prévenir, c'est l'éducation. 35 des étudiants et étudiantes, des employés dans les universités et les cégeps ont vécu différentes formes de violences à caractère sexuel, ou au moins une forme, comme le harcèlement, la contrition sexuelle ou des comportements sexuels non désirés. Je pense vraiment qu'on peut faire mieux. Ben oui, c'est sûr. On peut toujours faire mieux. Mais quand tu parles de violence à caractère sexuel, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Bien, je pense que c'est important de définir les mots qu'on utilise. Les violences à caractère sexuel, ce sont des comportements, des propos, des attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par l'entremise, par exemple, des réseaux sociaux. Avec ou sans contact physique? Mais comment c'est possible une violence sans contact physique? Ben, mettons du harcèlement sexuel. Tu sais, si quelqu'un fait un commentaire répété à caractère sexuel à une autre personne, ben, il n'y a pas de contact physique. Exactement, Farah. Et je pense que c'est important de le préciser. Le harcèlement sexuel, ça peut arriver juste une fois et c'est aussi grave. L'impact peut être majeur. Sinon, il peut y avoir plusieurs formes de violence à caractère sexuel sans contact physique. Des commentaires à caractère sexuel non désirés en milieu de travail, du cyberharcèlement sexuel, le partage d'images intimes ou d'une vidéo d'une personne sans son consentement, l'exhibitionnisme, l'envoi d'une dick pic ou encore la coercition sexuelle. Ça veut dire de faire chanter quelqu'un, d'insister pour avoir des relations sexuelles avec cette personne-là. J'avais comme jamais réalisé que les violences sexuelles, ça incluait tout ça. Dans ma tête, c'était comme plus le viol, mettons, qui rentrait là-dedans. Ah, mais tu te souviens d'Alex, Henri Piasman, là, qui avait reçu des dick pics sans les avoir demandés? Ça veut dire que ça aussi, c'était des violences à caractère sexuel. Ouais, ben, c'est pas le fun à recevoir quand on veut pas. Fait vécu ici. Mais il semble que quand on parle de violence à caractère sexuel, c'est directement lié au consentement. En fait, à l'absence de consentement. Le consentement, on prend pour acquis que l'on sait, mais c'est loin d'être toujours le cas. À votre avis, c'est quoi le consentement sexuel? Ben, je dirais que c'est dans un contexte de sexualité, on peut dire non ou oui. Si c'est oui, il y a du consentement. Si c'est non, ben, il y en a pas. Puis je pense que c'est ça aussi qui peut mener à des violences sexuelles parce que c'est important de respecter le fait que l'autre personne dit non. Effectivement, c'est important d'arrêter si la personne manifeste clairement un non. Mais il faut faire attention. L'absence d'un non ou d'une résistance, ça ne veut pas nécessairement dire oui. C'est vraiment important de rester à l'écoute de l'autre. D'ailleurs, le consentement, c'est un accord volontaire à une activité sexuelle manifestée de façon claire, uniquement si donnée librement. Donc, sans contrainte, ni menace, insistance ou chantage. Libre, éclairé, manifeste et enthousiaste. Et il doit être fait vraiment d'égal à égal afin de respecter un certain équilibre entre les personnes. Comme quand on dit qui ne dit mot consent,
Ben là, c'est pas vrai pantoute. Ça, c'est vraiment la pire phrase à dire en contexte de sexualité. Ben, pas juste en contexte de sexualité. Il me semble que le consentement est aussi important dans toutes les autres sphères de notre vie. Hein. Si tu dis rien, ça veut pas dire que tu es d'accord, tu sais. Exactement. Nous, c'est sûr qu'on va parler de contexte sexuel. En fait, pour être plus précis, il y a 4 composantes au consentement sexuel. La première, le consentement doit être volontaire. Ça veut dire qu'il s'agit d'un choix personnel, pas manipulé. Tu le fais parce que tu as envie, pas parce que quelqu'un te met de la pression ou te menace. Le deuxième, le consentement doit être éclairé. Ça veut dire que la personne sait à quoi elle consent et qu'elle a la capacité de consentir. Le consentement, il ne peut pas être valide si la personne est intoxiquée à de l'alcool ou de la drogue, si elle est inconsciente ou si elle dort, évidemment. Troisièmement, le consentement, il doit être libre, continu dans le temps. Donc, tu dois te sentir libre à tout moment. Et à tout moment, tu peux changer d'avis, revenir sur ta décision, dire oui à une pratique et non à une autre. Et le quatrième, c'est le consentement qui doit être enthousiaste. Si la personne dit oui, mais que son corps se braque, qu'elle n'a pas l'air d'avoir du plaisir, ben il faut arrêter. Il faut être en mesure, en fait, de reconnaître ces situations de consentement sexuel. Puis, par exemple, si la personne, elle ne veut pas, si elle ne parle pas, ben là, le consentement, il n'est pas valide. Il n'est pas valide non plus lorsqu'il y a des menaces, de la manipulation, du mensonge, de l'insistance, par exemple. OK. Mais si la personne ne parle pas, comment on peut être sûr si elle est consentante ou pas? Écoute, on va pas se mentir, là, je pense que le plus important pour reconnaître le consentement sexuel, c'est de s'écouter, de se regarder vraiment. Par exemple, s'il y a une absence de manifestation claire, ben vaut mieux s'abstenir réellement. L'absence non verbale de consentement, ça peut être l'absence de réaction, de l'inconfort. Si la personne semble préoccupée, si la personne est endormie ou inconsciente, elle peut pas consentir. OK, mais mettons, t'es en couple, là, c'est différent. Tu sais, quand t'es en couple, t'as déjà dit oui, fait que t'es pas obligé de redemander encore et encore, là, sinon ça devient redondant de toujours demander, non? Ben, je pense pas que ça marche comme ça. Je veux dire, c'est pas parce que ça me tentait la semaine passée que ça va me tenter demain. Tu sais, moi, en période d'examen, je me connais, je suis bien trop stressée, j'ai pas pantoute la tête au sexe. Donc, si j'étais en couple à ce moment-là, ben, je dirais, hey, je suis pas dans le mood. Ben oui, Farah, c'est vraiment normal. C'est les mêmes 4 composantes du consentement qui s'appliquent quand on est en couple. Donc, grosso modo, en fait, c'est super important de chercher toujours le consentement. Mais c'est pas un peu poche de redemander à chaque fois. Tu sais, je m'imagine mal demander à mon partenaire à chaque fois que j'ai envie de le frencher, hein, mettons. Ben, je pense que tu peux te faire ton jugement pour savoir quand le demander ou pas. Puis, honnêtement, tu le sens quand l'autre personne a le goût de te frencher ou pas. Tu sais, le consentement, c'est pas toujours obligé d'être verbal. Ça peut être non-verbal, comme avec le regard, par exemple. Ça, c'est une bonne explication. Puis il y a des dizaines et des dizaines de façons de demander le consentement. Puis je pourrais même dire que le consentement, là, c'est sexy. Mais oui, puis contrairement à ce qu'on peut penser, ça brise pas le mood. Je veux dire, moi, ça me turn on de savoir que mon ou ma partenaire est down de m'embrasser ou d'avoir une relation sexuelle. Pas toi? Ouais, j'avoue que si la personne, je sais pas trop si elle a envie de coucher avec moi, c'est sûr que je suis moins dans le feu de l'action. Et tant qu'à vous parler de consentement, j'aimerais ça vous parler de consentement sexuel dans un contexte de relation d'autorité. Ça, c'est comme avoir une relation avec mon ou ma prof? Oui, exactement. Ça peut être avec ton ou ta prof, mais aussi un auxiliaire d'enseignement, un chargé de cours, un coach, un superviseur de stage. Puis aussi, dans un contexte professionnel, ça peut être avec ton patron, un autre employé. Autrement dit, là, une relation pédagogique, de pouvoir ou d'autorité, c'est asymétrique. Ça veut dire que les 2 personnes ne sont pas sur le même pied d'égalité. La personne en situation d'autorité et d'influence là, peut vraiment avoir un impact direct sur l'avenir de l'autre personne. Puis, en milieu d'enseignement supérieur, là, on va parler de relations pédagogiques de pouvoir ou d'autorité dans laquelle la personne de position évalue, donne des contrats, supervise, élargit le réseau professionnel, mais peut aussi faire avancer la carrière de l'autre personne.
L'abus dans un contexte d'autorité peut mener ou faciliter des violences sexuelles. C'est fou, mais c'est pas mal plus complexe que ce que je pensais, le consentement sexuel. Oui. C'est tellement dommage qu'il y ait des gens qui prennent pas ça au sérieux. La banalisation des violences sexuelles, c'est vraiment répandu, puis ça contribue à alimenter ce qu'on appelle la culture du viol. C'est ce qui fait en sorte que les violences continuent à se perpétrer. Puis la culture du viol, c'est une expression qu'on ne connaît pas tant que ça, puis qu'il faut absolument définir. Bien, ça fait référence, en fait, à un vaste ensemble de discours, de pratiques qui tolèrent, minimisent, banalisent, voire encouragent tout un continuum de violences sexuelles. La culture du viol, c'est aussi portée, véhiculée par des comportements individuels, collectifs, par des médias, des œuvres artistiques, de la publicité, mais aussi l'action ou l'inaction des institutions et des autorités. La culture du viol, ça perpétue aussi des mythes qui déresponsabilisent l'agresseur et culpabilisent la personne victime ou survivante. Par exemple, un mythe qu'il faut vraiment déconstruire, là, c'est que les hommes sont incapables de se retenir et qu'ils ont des pulsions qui les poussent à commettre des violences sexuelles. Et ça, là, c'est totalement faux. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est même l'inverse. Les violences sexuelles sont une manière d'avoir le contrôle sur quelqu'un et non d'assouvir ses désirs sexuels. Ah oui, c'est vrai, ça, comme si c'était pas de la faute des agresseurs. Exact. La responsabilité incombe toujours à la personne qui agresse. Jamais, jamais à la personne qui subit les violences sexuelles. Personne ne cherche à se faire agresser, peu importe le contexte, l'endroit, la relation, les vêtements, la consommation de drogue ou d'alcool. C'est jamais la faute de la personne victime ou survivante. Puis d'ailleurs, il y a plein d'autres mythes qui perdurent, là. La croyance selon laquelle, lorsque les femmes disent non, elles veulent dire oui, ça constitue également une barrière importante au respect du consentement. C'est un autre mythe qui est perpétué. En fait, quand les femmes disent non, elles disent non, c'est aussi simple que ça. Puis si elles changent d'avis, elles sauront très bien le dire. Ou encore le mythe que consommer de l'alcool, ben c'est pas plus grave que ça, puis ça déresponsabilise les personnes qui commettent des gestes à caractère sexuel, des violences. On entend tellement ça souvent que c'est pas de la faute de l'agresseur parce qu'il était trop sous. La seule personne responsable de l'agression, je le répète, c'est l'agresseur. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer concrètement? Bien, je dirais que la première chose qu'on peut faire, c'est de se sensibiliser, comme vous le faites aujourd'hui, et de sensibiliser aussi son entourage. C'est aussi possible d'être ce qu'on appelle un témoin actif. En gros, là, ça veut dire de faire des actions, de ne pas rester passif quand on est face à des situations de violence sexuelle. Petite mise en situation, là, juste en guise d'exemple. Mettons que vous vous retrouvez dans un party d'une asso étudiante. Vous voyez une femme qui a l'air pas mal saoule, puis là, elle est avec des amis, elle s'amuse, etc. Puis 1 heure plus tard, vous voyez que cette même femme-là est dans les bras d'une autre personne qui met ses mains sur ses fesses et qui essaie d'embrasser. Mais la femme en question, elle a pas l'air bien, elle a l'air inconsciente, un peu confuse. Dans ce genre de situation-là, il y a plein de personnes qui vont pas oser intervenir parce qu'ils sont pas certains qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct ou par manque de gravité perçue, par peur même des conséquences sur soi-même ou sur les personnes victimes. Preuve à l'appui, il y a une enquête qui montre que 9 personnes étudiantes sur 10 ayant été témoins de violences sexuelles dans un contexte d'études postsecondaires n'ont pas pris de mesures pour faire cesser la situation. Alors, si vous souhaitez prendre une posture plus active et être la personne sur 10 qui prend des mesures pour que la situation cesse, agissez. Ah, merci beaucoup. On a tellement parlé d'affaires, ça donne vraiment matière à réflexion, hein? Puis si les gens ont besoin d'aide, ils font quoi?